Nous allons commencer avec l'idée de finir pas trop tard, parce que le programme est dense et je pense que beaucoup d'entre vous ont des trains à prendre, et moi en particulier. Je ne veux pas vous abandonner. Alors, je voudrais tout d'abord excuser Jean-Yves Giordana, qui est notre monsieur lutte contre la stigmatisation depuis des années. Donc, il se remet un petit peu lentement d'une intervention, donc il était désolé de ne pas être avec nous. Mais on aura une vidéo et il a donné les pleins pouvoirs à Julien pour dire ce qu'il avait à dire. Alors c'est un sympo, je dirais, incontournable, pour reprendre les mots de Tania au congrès de Réhab. La lutte contre la stigmatisation, c'est un des fonds du problème. Voilà. Alors, je vais demander à Julien de commencer et de finir son marathon, parce que Julien, il est sur le pont depuis 8h30, donc soyez indulgents avec lui. Donc, Julien, comment lutter contre la stigmatisation ? Bon, je disais, je ne sais pas vraiment si je dois dire merci, puis ça fait des journées marathon, puis vous m'aurez tellement vu que vous allez avoir envie de me jeter des tomates à la fin, probablement. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas à la fin. Et je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux entre mes différentes présentations, ce qui serait quand même un peu dommage. Donc comment lutter contre la stigmatisation ? Alors déjà, un message clé, lutter contre la stigmatisation. En fait, ça ne va pas suffire à rétablir un rapport positif à soi-même. Il ne faut pas oublier, on a tendance, et c'est pour ça que les interventions de réduction de l'autostigmatisation qui se ciblent sur les personnes ne sont clairement pas suffisantes, même si elles sont utiles. La stigmatisation, c'est un désavantage social. Ce n'est pas lié à l'individu, c'est lié au corps social. C'est le corps social qui stigmatise, qui discrimine, et s'il n'y avait pas de discrimination, il n'y aurait pas d'autostigmatisation, parce que, tout simplement, c'est la cause. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Centrer des interventions sur les personnes, faire des groupes thérapeutiques comme le programme NECT ou autre, c'est super, mais si on ne fait pas ce que disait Philippa, ce que disait Claire, ce que disait Tania ce matin, si on ne change pas la philosophie globale et qu'on n'oriente pas les pratiques sur le rétablissement, ça ne servira à rien. Par contre, effectivement, du coup, le fait de lutter contre la stigmatisation, ça va être une étape clé dans la redéfinition d'un rapport positif à soi. La stigmatisation, comme je le disais, c'est un désavantage social, avec des préjugés que vous connaissez tous très bien, la dangerosité pour soi-même comme pour les autres, l'incurabilité, l'imprévisibilité, etc. Un point que si j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, vous m'excuserez de la redondance, mais c'est une construction sociale qui est extrêmement précoce. En fait, globalement, on construit du coup nos préjugés et nos représentations dans la petite enfance. Et en fait, entre l'âge de 4 ou 5 ans, c'est là qu'on va acquérir les stéréotypes sur le genre, sur la race, sur la classe sociale et aussi sur les troubles psychiques sévères. Je vous donne un exemple, en fait, c'est les Walt Disney qui comprennent beaucoup de représentations stigmatisantes. Un petit exemple que j'utilise beaucoup, tiré du film Madagascar, en fait, où à un moment, du coup, il y a le zèbre qui dit qu'il veut retourner à l'état sauvage. Et du coup, les autres lui disent « oh, c'est pas du tout une bonne idée », etc. Et à ce moment-là, il dit « oui, mais les pingouins, ils l'ont bien fait, ils sont retournés à l'état sauvage ». Et il y en a un autre, le lion, je crois, qui lui répond « ah, faut pas écouter ce que disent les pingouins. Les pingouins sont psychotiques, ils racontent n'importe quoi. » Et là, vous voyez, ça c'est Madagascar. Et on écoute en version anglaise, on a « penguins are psychos ». Donc c'est très très clair. Donc vous voyez un peu, ça va forger la représentation du monde. Sauf que, en fait, qu'est-ce qui va se passer si on est hospitalisé à un moment ou concerné soi-même par un trouble psychiatrique ? C'est cette représentation-là qui est convoquée. Et là, on va se sentir concerné par ça. Et soit, en fait, on va considérer que cette conception est juste et légitime pour nous décrire, et là, c'est la route vers l'autostigmatisation, soit on va considérer que oui, on présente ce type de trouble, et cette conception est fausse, et c'est ce qu'on appelle la juste colère. Une autre facette de la résistance à la stigmatisation, ça va être « je suis pas malade, donc de toute façon, ça ne me concerne pas ». Et c'est une façon aussi de se protéger contre les effets dévastateurs de la stigmatisation. La stigmatisation, elle est présente partout dans le monde. Elle est plus marquée en Asie du Sud-Est ou dans certains pays d'Europe de l'Est, mais elle est présente partout. Vous voyez en haut à gauche,
En fait, c'est des préjugés dans un échantillon de plus de 6000 personnes dans 16 pays du monde. Il n'y a pas la France, mais il y a plusieurs pays européens. Et vous avez, pour la schizophrénie comme pour la dépression, en gros, plus c'est rouge, plus c'est stigmatisant. Vous voyez que le fait que les personnes prennent en charge, s'occupent de leurs enfants, en fait, c'est très très stigmatisé, qu'elles exercent des positions managériales aussi, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient les patronnes de quelqu'un, etc. Donc ces préjugés, il faut aussi savoir qu'ils sont très stables dans le temps. Les campagnes qui ont été menées, qui ont été super pour permettre de changer un petit peu les attributions au niveau des causes des pathologies psychiatriques, en fait, elles ont entraîné qu'il y a plus d'attributions qui sont un peu biogénétiques, entre guillemets, moins d'attributions psychosociales aux troubles psychiatriques, mais par contre, quand on regarde les attitudes par rapport aux personnes avec dépression, elles n'ont pas changé en 10 ans en Allemagne, et par contre, les attitudes pour les personnes avec schizophrénie sont devenues plus négatives au cours du temps. Ce qui veut dire aussi qu'il faut faire attention aux messages qu'on envoie dans les campagnes du coup, de lutte contre la stigmatisation et vraiment être vigilant à bien présenter un modèle qui soit biopsychosocial et même orienté vers le rétablissement d'emblée pour justement prévenir le fait qu'il y a une surattribution à des causes génétiques, parce que ça, le problème, c'est si c'est génétique et est-ce que ça s'attrape. Et là, ça va être la question. Et on sait que les psychiatres, ça a été étudié, sont ceux qui ont les représentations les plus stigmatisantes, vont par exemple avoir pas du tout l'impression que les personnes peuvent être dangereuses pour la société, mais si on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour que vos enfants jouent avec les enfants d'une personne qui a un trouble psychique sévère, là c'est pas la même. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils soient dans la même école? Ah non, c'est pas la même. Donc là on voit c'est vraiment changer aussi les représentations dans le temps, et ce qu'on voit dans la population, c'est que l'image des hôpitaux psychiatriques a changé, elle a évolué, c'est plus l'image de l'asile, la population a une image plus positive, mais pour autant elle soutient davantage les hospitalisations sous contrainte pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques, et quand on leur demande s'ils veulent installer un CMP, ils disent oui, mais pas chez moi. Donc c'est quand même, quelque part, ça change, mais pas tant que ça. La discrimination, vous voyez en bas à droite, c'est les domaines dans lesquels domaines de vie dans lesquels les personnes ressentent le plus de discrimination, et j'insiste sur ce qui est en jaune, c'est les professionnels de santé mentale et les professionnels de santé physique. Chez les professionnels de santé physique, ça va être une surattribution à des problématiques psychiatriques, des causes de problématiques physiques. Je vous donne l'exemple d'un monsieur au CHU de Saint-Étienne qui avait été hospitalisé pour une embolie pulmonaire et en fait, comme il était anxieux, on disait que c'était une décompensation psychiatrique. Non, c'était une embolie pulmonaire. Il y a également, du coup, chez les professionnels de santé mentale, ça va être, là, cette fois-ci, cette tendance à vouloir surprotéger les personnes, et Philippa et Claire redisaient la question du risque, et en fait ça va être la volonté de protéger les personnes contre elles-mêmes, et donc des attitudes paternalistes. Ça c'est particulièrement important de pouvoir les prendre en compte, parce que cette discrimination, elle est bien réelle, elle est aussi anticipée par les personnes, y compris par celles qui n'ont jamais eu d'expérience avérée de stigmatisation. Un autre point, c'est la question des micro-agressions. Les micro-agressions, en fait, c'est finalement ces petites choses qui vont heurter un petit peu quand, par exemple, dans une conversation avec des collègues de travail qui ne sauraient pas que la personne a un trouble, une position schizophrénique ou d'autres choses du même genre. Mais ça va être aussi, finalement, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à qu'est-ce qui se passait si, en fait, finalement, un interlocuteur dans une interaction sociale était au courant que l'autre avait un diagnostic de schizophrénie. Directement, ce qui se passait, c'était le même acteur, hein, c'était les mêmes choses. En fait, la personne se mettait à parler très très fort, en détachant bien ses mots, pour être sûre d'être bien comprise. On disait, mince, il n'est pas sourd, il a une schizophrénie. Donc, on voit bien ce qui se passe, et ces micro-agressions, elles ont un impact sur la santé des personnes, tout ça pesant sur ce qu'on appelle le stress lié à la stigmatisation. Basiquement, quand le désavantage lié à la stigmatisation excède les ressources de la personne pour y faire face. La stigmatisation, elle est aussi par association. Les proches des personnes concernées étant touchées, Hélène en parlera bien plus en détail que moi, mais elle touche aussi la question des professionnels de santé mentale. Vous vous rappelez cette étude de Déborah il y a quelques années qui disait que pour les internes en général, les internes de psychiatrie, dans plus de 50% des cas, avaient un truc à régler s'ils étaient là. La stigmatisation, elle est aussi structurelle, et elle est structurelle dans la restriction de tout ce qui de la participation à la citoyenneté, mais aussi dans les budgets associés à la santé mentale. Après, un point sur lequel je souhaiterais aussi attirer votre attention, c'est que ces préjugés dont on parlait là, dans le film Madagascar,
quand ça va avoir en fait d'un seul coup prendre une signification personnelle. Je vous cite juste Patricia Digan, parce que je trouve que cette phrase est excellente. Tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes vus à la télévision ou dans les films. Les maladies mentales, c'était Dr Jekyll, Mr Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues et les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales, et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc d'où l'importance, on en rediscutait aussi tout à l'heure, de pouvoir déconstruire toutes ces représentations, d'agir tôt, et puis bien sûr, ce que disait Philippa tout à l'heure, faire que peut-être l'accueil soit un petit peu plus chaleureux que ce qu'elle a pu décrire. L'autostigmatisation, on l'a dit, finalement, c'est quand la personne concernée va avoir connaissance de ces stéréotypes, les considérer comme vrais et se les appliquer à elle-même. Ça a des conséquences catastrophiques sur l'estime de soi, sur les symptômes, sur la dépression, sur le risque suicidaire et surtout sur la motivation à s'engager dans un processus de vie. Un petit exemple, une citation de Kathleen Gallo, c'était dans du coup Schizophrénia Bulletin en 1994, qui décrit vraiment ce processus d'autostigmatisation par lequel on passe d'une identité sociale qui était préexistante à un rôle de malade quelque part, et tout l'enjeu ça va être d'inverser pour passer au rétablissement et finalement reprendre une identité positive qui s'étend au-delà de la maladie, reprendre le contrôle de sa vie, avoir une vie pleine d'espoir et riche de sens. Donc là-dessus, c'est tout petit, donc je pense que vous voyez probablement pas, mais c'est tous les facteurs qui vont jouer sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. Il faut savoir qu'en fait, l'immense majorité de tout ce qui est variable socio-démographique ou en lien avec la maladie a très très peu d'impact sur l'autostigmatisation. Ce qui va en avoir le plus, ça va être l'insight, avec un risque que, c'est le paradoxe de l'insight, un excès d'insight pourrait être associé à une vision dévalorisée de soi-même, une autostigmatisation, une dépression et un risque suicidaire plus élevé. Les stratégies aussi qui vont être utilisables par la personne pour pouvoir du coup faire face à la stigmatisation, ça aussi ça joue, mais sinon ce qui va jouer le plus, en gros, c'est la stigmatisation qui est présente dans la société, la stigmatisation qu'on vit, la stigmatisation qu'on anticipe, et le fait d'être soutenu ou pas par son environnement. Et c'est là que la paire aidance et le soutien social ont aussi un rôle qui est absolument capital, puisque ça protège vraiment contre l'autostigmatisation. Donc tout l'enjeu, ça va être de pouvoir réduire ces éléments-là, prendre en compte différents aspects, y compris socio-culturels, et favoriser l'inclusion sociale. On sait que par exemple l'emploi accompagné marche pour réduire l'autostigmatisation, mais si et seulement si ça s'accompagne d'une absence d'expérience de discrimination. Donc on a vraiment à faire à la fois pour agir au niveau des personnes, mais aussi et surtout au niveau du corps social pour le rendre plus inclusif et pour travailler sur la réduction de l'autostigmatisation. Un point sur la résistance, mais Jean-Yves en parlera davantage. On voit qu'elle est très associée au stade avancé du rétablissement, mais la résistance qu'on identifiait, c'était plutôt en fait en lien avec un manque d'insight. Et tout l'enjeu, ça va être comment faire pour améliorer l'insight en réhabilitation psychosociale, mais sans entraîner plus d'autostigmatisation, sans réduire les capacités de la personne à résister à la stigmatisation, et faire que l'altération un peu temporaire de la qualité de vie décrite par Tania tout à l'heure, parce qu'il y a plus de possibilités, etc., se traduise quand même par une amélioration au long terme du bien-être. Comment lutter contre la stigmatisation? On en a parlé, Floriane en parlera aussi davantage tout à l'heure. Les campagnes, ça marche surtout en fait quand ça s'adresse aux médias, aux jeunes et aux professionnels de santé, quand il y a plus de contenu positif, moins de contenu stigmatisant, et ça va, en fait les personnes vont percevoir un environnement moins stigmatisant, vont oser davantage s'exposer, c'est comme ça que ça marche quelque part, et bien sûr c'est la réduction de la stigmatisation structurelle. Un point qui est vraiment central, on l'a tous dit pendant les 2 jours, c'est ce qui est réalisable par tous, adopter une pratique orientée vers le rétablissement, avec l'environnement favorable, la relation collaborative. Un point qui est vraiment central, dans ce que Philippa a dit tout à l'heure, ça se voyait très clairement, on sait que la perception d'être contraint, c'est pas forcément l'hospitalisation sous contrainte, c'est vraiment la perception d'être contraint, que ce soit par le pyjama, par l'isolement, par la contention, ça va s'accompagner d'un sentiment de honte, de mépris de soi et d'une détresse émotionnelle intense qui elle-même contribue à l'autostigmatisation. Donc ça, c'est capital d'éviter ces ressentis-là pour justement éviter l'autostigmatisation. J'ai mis limiter le recours à l'isolement et à la contention, mais c'est vraiment le limiter au strict nécessaire. Par exemple, aux urgences pédopsychiatriques du CHU de Saint-Étienne, c'est aboli. Ça va être aussi proposé, en fait, une offre de soins de réhabilitation qui est de première ligne, avec l'intégration de pairs aidants, de la psychoéducation, un traitement, tout ce qui vous a été dit tout à l'heure.
Un point sur la formation des professionnels aux pratiques orientées rétablissement, le programme Refocus, dont on a parlé un petit peu en filigrane dans ces derniers temps, qui est un programme développé par une équipe anglaise et implémenté en Australie, qui vise en fait à favoriser le rétablissement des personnes concernées en modifiant les pratiques des professionnels. Donc ça va impliquer de former en fait toute une équipe en psychiatrie d'adultes, en psychiatrie d'enfants et d'adolescents, en psychiatrie périnatale, dans le médico-social, pour avoir une conception commune du rétablissement, et puis finalement travailler sur connaître la personne qu'on accompagne, ses forces, ses valeurs, ce qui la botte, ses préférences dans le système, par rapport aux soins, identifier aussi construire avec elle un plan personnalisé de rétablissement, intégrant un plan de gestion de crise. Et on sait en fait que ça marche en travaillant sur les relations, mais en travaillant finalement, en engageant tout le monde, médecins, cadres et l'ensemble de l'équipe, ça marche. Ça a marché en Australie, ça a marché au Royaume-Uni, et ça va être testé très prochainement en France avec 18 centres qui participent. Juste, ça, je passe parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Sur la réduction de l'autostigmatisation, la plupart des programmes qui ont été faits, mais qui là encore ne sont clairement pas suffisants si on ne met pas les choses en perspective de façon plus globale, ils associent de la psychoéducation, des techniques de restructuration cognitive et l'entraînement des compétences sociales. Certains sont plus sur la prise de décision de divulguer ou pas, le programme HOP dont vous avez entendu parler. Il y a le programme Remède Rugby, je fais aussi spéciale dédicace du coup, à mes collègues grenoblois, je pense notamment à Franck Gabaillé, à Mégane Faraldo, à Thierry Lucas et Fanny Mélis qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, et à tout ce qui va être aussi emploi accompagné. Un petit exemple issu du programme Remède Rugby, justement, où on a montré en fait qu'avec ce programme de remédiation de la cognition sociale associé à une activité physique, et qui comprenait un focus vraiment sur la lutte contre la stigmatisation, en prenant la parole auprès des médias locaux et en travaillant sur ça, en fait on joue à la fois sur les symptômes, sur le fonctionnement social, mais aussi sur l'autostigmatisation avec des effets qui semblent persistants dans le temps. Le programme NECT, et là je fais aussi du coup un petit clin d'œil aussi aux collègues grenoblois, avec aussi particulièrement à Mégane Faraldo et à Marie Abès, mais aussi aux collègues de Genève qui ont travaillé avec nous. C'est une collaboration entre les UG et le centre hospitalier de Grenoble pour justement pouvoir proposer, je pense aussi à Sophie Favre et Françoise Germain qui ont participé à ce programme. Alors, il y a des éléments qui sont sur de la psychoéducation pour remettre en question les préjugés liés à l'autostigmatisation. Il y a des éléments de restructuration cognitive, identifier les biais cognitifs et arriver ceux qui sont relatifs à l'autostigmatisation et les remettre en perspective, mais surtout il y a une composante narrative où en fait on va raconter finalement un récit, comment on s'est appuyé sur ses forces pour se rétablir et surmonter des défis liés à la maladie ou au fait d'avoir une période sans domicile fixe ou différentes choses. Et ça va être en groupe avec une restitution et un commentaire sur les expériences de chacun. Ça marche très bien sur le fait de redéfinir une identité positive et de reprendre finalement une vision plus intégrée de soi-même avec des effets positifs sur l'autostigmatisation qui se maintiennent à 6 mois. Petit exemple du coup de participants qui disaient donc par exemple mon plus gros succès concernant ma maladie, c'est que je l'ai acceptée pour ce qu'elle est pour moi et non pas comment elle est perçue. En définitive, elle a cessé de résumer qui je suis et redevient progressivement une simple partie de qui je suis. Et je vous remercie. Alors merci Julien. Alors je propose qu'on fasse le tour des présentations et qu'on ait, j'espère, un petit temps de discussion enfin, parce que je pense que tout se tient. Voilà. Alors je passe la parole à Hélène Richard-Le Pourriel et je salue les collaborations avec la Suisse qui nous a toujours inspirés, hein, je dois le dire. On a toujours vraiment apprécié l'avance un petit peu des collègues suisses. Alors, vous interviendrez sur autodéstigmatisation dans les troubles bipolaires. Voilà, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité, notamment Julien, je suis ravie d'être là. Alors je suis psychiatre, je travaille dans une unité qui est spécialisée dans les troubles de l'humeur, donc on s'occupe plus spécifiquement de personnes qui souffrent de dépression ou de troubles bipolaires. Et puis, Julien l'a déjà largement et brillamment dit, on sait que la stigmatisation, c'est vraiment quelque chose qui imprègne la vie des personnes, qui imprègne les soins, et
l'OMS le mentionnait déjà en 2001, donc ça commence à dater cette histoire-là, et on est toujours en train de trouver des moyens et des solutions pour lutter contre cette stigmatisation. Mais l'OMS mentionnait cette stigmatisation comme étant l'obstacle le plus important à surmonter dans la communauté, au-delà même du nombre de psychiatres, de psychologues, de soignants, de centres de soins, etc. Puis je vous ai mis du coup quelques exemples de manifestations qui ont eu lieu à Genève avec cette idée de communiquer, de déstigmatiser. En 2019, il y a eu la première Mad Pride qui avait eu lieu à Genève, qui a eu beaucoup de succès, sous l'impulsion d'associations de personnes concernées. En dessous, c'est 2 affiches qui avaient été faites pour les 20 ans de l'association Trajet, de la Fondation Trajet, qui est une fondation qui s'occupe des personnes qui travaillent dans des ateliers protégés. Et puis ils avaient mis comme ça plein de photos de personnes concernées, associées à des stéréotypes, voilà, foldingues, déjantés, barjots, enfin il y en avait tout un, voilà, il y en avait pléthore. Et puis c'était disséminé partout à Genève, sur les arrêts de bus, sur le tram, etc. Avec l'idée de se dire, mais finalement ces personnes qui sont comme tout un chacun, à qui on colle comme ça des stéréotypes et d'essayer de faire réfléchir un peu la population. Quand la Fondation Trajet a essayé d'avoir un peu un retour par rapport à cette campagne, il s'est avéré que les personnes qui étaient concernées par la maladie mentale, soit directement, soit indirectement, avaient été sensibles à cette campagne. En revanche, en population générale, finalement, ça avait été un peu noyé au milieu d'autres affiches, publicités, etc. Et ça n'avait pas eu tellement l'effet escompté, mais on en discutera peut-être après, sur comment mener des campagnes de lutte contre la stigmatisation efficace. Et puis une dernière chose, c'est ce qu'on essaye de faire tous les ans dans l'unité, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires, donc qui a lieu le 30 mars, le jour anniversaire de Vincent Van Gogh, sous l'égide de l'OMS depuis plusieurs années. Et puis c'est une journée grand public, avec vraiment l'idée de changer les représentations, en l'occurrence sur le trouble bipolaire. Et puis, une des conséquences de cette stigmatisation, c'est effectivement l'autostigmatisation, avec le fait que finalement, les patients, les personnes concernées vont internaliser la stigmatisation publique, et puis elles se disent qu'elles ne sont pas dignes d'être bien traitées. C'est ce que disait Philippa ce matin, que finalement, on en vient à penser que c'est peut-être normal de se retrouver attaché, enfermé, et voilà, c'est peut-être la condition de maladie, de la maladie psychique qui veut ça, avec des expériences profondes de culpabilité, de honte, d'infériorité ou de désir de dissimulation. Et ce qui, moi, m'a poussé à discuter de ces questions-là et à m'intéresser plus spécifiquement à cette problématique, c'est vraiment le témoignage d'une dame que j'ai rencontrée, qui a un trouble bipolaire de type 1, qui était stable depuis plusieurs années. Elle avait été hospitalisée pour des épisodes maniaques, elle avait fait aussi des épisodes dépressifs très sévères, enfin voilà, un parcours qui avait été douloureux. Mais au moment où moi je la rencontre, j'ai l'impression que les choses vont bien, assez naïvement. Il n'y a pas eu d'hospitalisation depuis plusieurs années, elle avait plus de traitement stabilisateur de l'humeur, elle menait sa vie finalement comme elle le souhaitait. Donc, on avait l'impression que les choses se passaient bien, et en fait c'est elle qui s'est exprimée assez spontanément sur la honte, alors qu'on avait l'impression que la maladie prenait une part mais minime dans son existence. Elle a pu dire, voilà, je pense que la honte de la personne qui souffre, c'est quelque chose qui se construit, mais c'est quelque chose de terrible aussi. Ça peut prendre le pas sur tout. On peut perdre toute estime de soi, ça peut vraiment être monumental. Et alors que moi j'avais l'impression que cette personne allait bien et menait sa vie comme elle le souhaitait, elle était gangrénée en fait par cette honte d'avoir un trouble bipolaire. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir avec Sophie Pfaff, qui est aussi ici, et puis avec d'autres collègues de l'unité, justement à ces problématiques d'autostigmatisation. Alors c'est un phénomène qui est assez fréquent, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 2/3 des personnes qui souffrent de troubles psychiques, pas seulement de troubles bipolaires, qui auraient des niveaux modérés à sévères d'autostigmatisation. Comme le disait Julien, il n'y a pas de facteur d'association avec des éléments sociodémographiques. Ça peut arriver quand on pose un diagnostic ou qu'on confirme un diagnostic. C'est aussi présent, comme pour cette dame, finalement des années après la pose de diagnostic et après tout un parcours de soins. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il semblerait que les traumatismes précoces, qui sont très fréquents parmi les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, augmenteraient l'autostigmatisation, probablement par un niveau un peu cumulatif,
Le fait d'avoir été traumatisé dans l'enfance, notamment d'avoir subi des traumas sexuels, sont eux-mêmes un facteur d'autostigmatisation qui se rajoute après à l'autostigmatisation liée aux troubles bipolaires. Et puis c'est ce que je vous disais, et c'est vraiment moi ce qui m'a interpellée, c'est que c'est vraiment quelque chose qui colle à la peau des personnes et qui persiste, même quand la maladie est beaucoup moins bruyante qu'elle a pu être à certains moments. Ça, c'est une revue qu'avait faite Julien, qui reprend plusieurs données voilà, pour justement essayer d'évaluer l'intensité de l'autostigmatisation. Et puis, vous voyez, nous, on a nos patients, les patients genevois qui sont là, donc on se situe voilà, à peu près dans la moyenne européenne. On avait comparé les personnes avec un trouble bipolaire par rapport à des personnes qui souffrent de pathologie borderline ou des DHD. Et sans surprise, c'était les personnes avec un trouble borderline qui avaient, dans notre étude en tout cas, des niveaux d'autostigmatisation extrêmement élevés, plus élevés finalement que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ou d'un TADA. Aussi, mais ça c'est encore un autre débat, avec une très très forte stigmatisation anticipée pour les gens avec une personnalité borderline de la part des soignants. Voilà, il y a des représentations qui sont loin d'être neutres sur les troubles de personnalité borderline quand on est soignant. Mais c'est encore une autre question. Et puis en tout cas, ces niveaux d'autostigmatisation sont influencés par beaucoup de choses, puisqu'effectivement c'est médié par la stigmatisation sociétale, donc que ce soit les représentations dans les médias, les hospitalisations sous contrainte. Dans les pays où il y a des hauts niveaux d'hospitalisation sous contrainte, il y a des hauts niveaux d'autostigmatisation, donc c'est aussi quelque chose qu'on doit penser en termes de soins. Sur la place des femmes notamment, en Inde, ça a été très très bien montré, où le fait d'être une femme, c'est déjà considéré comme être une citoyenne de seconde zone. Donc quand on est femme et qu'on a en plus un trouble psychique, voilà, ça péjore l'autostigmatisation. Le rôle des familles aussi alors est un peu à double tranchant. Il y a des familles qui sont très étayantes, très soutenantes, très aidantes, et du coup ça permet d'améliorer le vécu autostigmatisant. Et puis il y a d'autres familles qui vont être plutôt sur un mode hyper vigilant, contrôlant et infantilisant. Et puis là finalement ça accentue, en tout cas ça fait perdurer l'autostigmatisation et puis l'idée que la personne ne peut pas mener sa vie et se déterminer par elle-même. Et puis les aides sociales, ou en tout cas la manière dont elles sont attribuées, ça c'était par rapport à ce qui s'est passé récemment au Royaume-Uni. En fait, le Royaume-Uni a revu un petit peu la manière dont les aides sociales pour les troubles psychiques étaient attribuées, avec des questions qui ont été jugées très, très blessantes et très jugeantes en fait, par rapport aux personnes qui étaient concernées et qui percevaient ces aides sociales, avec, suite à cette enquête et à cette réforme, des hauts niveaux de rechute et de tentatives de suicide. Et puis, plus récemment, on s'est intéressé à la question de la médiatisation des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires ont ce site particulier que depuis une dizaine d'années, dans les médias ou dans les séries, dans les livres, ça prend beaucoup de place. Donc il y a comme ça un phénomène un peu de mode autour du trouble bipolaire, sans que je sache bien pourquoi, d'où ça vient, mais voilà, c'est très très présent. Et puis avec une certaine représentation positive qui peuvent émerger. Alors ce qui est communément cité dans le trouble bipolaire, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Moi j'ai certaines personnes que je suis qui en rigolent parce qu'ils sont hyper scientifiques, pas du tout créatifs, et ils me disent ouais bon, et pourtant ils ont un trouble bipolaire, mais bon voilà. Une plus grande capacité d'empathie, voilà. Bon, l'idée c'est pas non plus d'enfermer les gens dans ces stéréotypes aussi positifs soient-ils. Et puis en fait on s'est aperçu, on a sorti un papier très récemment avec ma collègue notamment Sophie Favre, que cette espèce de surmédiatisation et un peu de glamourisation, avec Catherine Zeta-Jones, enfin bref, il y a des tas de gens comme ça qui ont divulgué leur diagnostic de trouble bipolaire, n'avait pas forcément eu un effet très positif et qu'on est passé comme ça sur quelque chose d'un peu méprisant et un peu banalisant. Et puis avec l'idée que finalement, alors soit on est tous un peu bipolaires, moi j'ai rencontré un journaliste la semaine dernière qui veut faire un podcast sur les troubles bipolaires. Et il a introduit la discussion qu'on avait tous les deux sur cette idée, mais finalement on est un peu tous bipolaires. Ben non, on n'est pas tous bipolaires, ça reste un trouble grave et surtout ça reste un trouble douloureux, le trouble bipolaire. Donc je pense que quand on voit les gens qui traversent des dépressions sévérissimes, on leur tire leur chapeau et on se dit pas, ben non on est tous bipolaires parce que de temps en temps on est un peu moins bien, quoi. Donc voilà, attention, et ça sera intéressant de voir un petit peu justement comment communiquer, parce que
En tout cas, dans le trouble bipolaire, voilà, on a eu un glissement des représentations, mais qui n'est pas forcément simple à gérer pour les gens. Ils le disent aussi, hein, tu parlais des microagressions, quand au travail, quelqu'un est un peu lunatique, ouais, mais elle va être bipolaire, ou lui, il est bipolaire. Voilà, quand les gens ont vécu un épisode maniaque sévérissime, c'est un peu douloureux à entendre. Les conséquences de l'autostigmatisation, elles sont importantes à plusieurs niveaux. Alors au niveau clinique, hein, avec plus de rechutes, des symptômes plus intenses et des hospitalisations plus fréquentes qui vont elles-mêmes créer le lit de l'autostigmatisation. On a dit à plusieurs reprises pendant ces 2 journées que l'hospitalisation était traumatisante, elle est aussi très stigmatisante, enfin, en tout cas à Genève, comme partout, comme souvent en tout cas en France, j'imagine que c'est pareil. L'hôpital psychiatrique est en périphérie, hein, c'est l'hôpital de Belle-Îlée, et puis clairement c'est chez les fous, enfin voilà, donc on n'annonce pas qu'on va se faire hospitaliser à Belle-Îlée, on n'a pas de visite, enfin voilà, les gens préfèrent être pris en charge à l'hôpital cantonal, où là c'est un peu plus soft. Donc tout le vécu d'hospitalisation, la manière dont on annonce qu'on est hospitalisé, la manière dont on est hospitalisé, Philippa disait, voilà, quand c'est à domicile, quand on intervient avec le SAMU, les pompiers, les voisins qui sont là, qui sont au balcon, qui regardent, enfin, comment après on peut réintégrer son appartement dans ces conditions, c'est aussi des choses qui questionnent. Les conséquences en termes de simplement personnel, en termes de perte d'espoir, hein, de modèle d'impuissance apprise, comme disait Julien, et puis d'autocensure dans les projets de vie, hein, finalement, mais est-ce que je suis digne d'être en couple? Qui est-ce qui voudra de moi si j'annonce que j'ai un trouble bipolaire? Est-ce que je suis digne d'avoir un enfant? Est-ce que je vais savoir m'en occuper? Et si je prends des médicaments, est-ce que je peux mener une grossesse? Enfin, voilà, donc finalement, les gens ne prennent pas le risque, et je trouvais que cette notion de prise de risque était très juste. Les gens n'osent pas prendre le risque, les soignants n'osent pas, et puis voilà, donc on se limite de plus en plus finalement par rapport à ses valeurs ou par rapport à ses projets ou la manière dont on aimerait mener sa vie tout simplement. Et puis des conséquences psychosociales en termes d'isolement, de chômage et donc de précarité. Un petit point peut-être par rapport aussi au lien entre autostigmatisation et médication. Alors on sait que voilà, quand les personnes ont de hauts niveaux d'autostigmatisation, elles vont moins rapidement vers les soins, elles sont aussi moins observantes. Elles ont l'impression que les médicaments les aident moins, mais de fait, parce que les médicaments vont aider sur les symptômes, mais pas du tout sur ce vécu de honte et de culpabilité. Et puis, il y a quelque chose qui est porté aussi par la médication. Nous, on le voit très bien autour du lithium. Moi, j'avais une de mes patientes qui refusait de prendre du lithium. Elle a un trouble bipolaire qui est très instable. Elle ne voulait pas être traitée par lithium parce que elle se disait que quand elle allait se pointer à la pharmacie pour prendre un traitement par lithium, d'emblée, on allait lui coller l'étiquette de bipolaire, ou que si, chez elle, dans sa salle de bain, voilà, quelqu'un passait nuit chez elle, se retrouve dans sa salle de bain, voit une boîte de lithium, d'emblée, elle allait avoir l'étiquette de bipolaire. Donc, elle s'est accrochée, elle ne voulait pas non plus antipsychotique, elle voulait de la dépakine, alors que c'est une jeune femme, comme on dit, de manière très prosaïque, en âge de procréer, donc normalement, c'est contre-indiqué, mais elle préférait qu'on puisse penser qu'elle souffre d'épilepsie. C'était beaucoup plus tolérable et plus facile à porter que d'imaginer qu'elle avait un trouble bipolaire. Donc la question des représentations médicamenteuses est aussi importante et aussi à questionner quand on en discute avec les personnes. Et puis aussi le double stigmate, hein, puisque d'une part, le traitement en lui-même est stigmatisant, et en plus, les effets indésirables du traitement sont aussi des effets indésirables qui sont hautement stigmatisants, en termes de prise de poids, en termes de tremblement, en termes de somnolence. Enfin, Philippa l'évoquait aussi tout à l'heure. Donc voilà, donc, le rapport aux médicaments est compliqué et vraiment à questionner. Les prises en charge de l'autostigmatisation, donc il y a quelques exemples de prises en charge individuelles, basées essentiellement sur des techniques cognitivo-comportementales, de restructuration cognitive. Ça, c'est l'exemple d'une prise en charge qu'on avait pu faire justement avec la dame dont je vous parlais initialement. Les prises en charge groupales, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, Julien les a déjà détaillées, avec je te renvoie ton clin d'œil. Voilà, on a participé effectivement à la traduction de ce manuel NECT. Et puis finalement, fort de ce constat comme ça d'autostigmatisation qui a imprégné de manière assez forte nos patients, on s'est un peu questionné en disant mais est-ce que c'est quelque chose d'assez figé ou est-ce que les choses évoluent et comment espérer avoir des jalons pour voir si les choses évoluent dans le même sens et comment on peut justement intégrer ça dans une vision plus globale de rétablissement. Et du coup, on a mené une étude qualitative et pas quantitative auprès de personnes qui sont suivies dans l'unité. Donc on avait 22 personnes suivies dans l'unité.
Certaines, donc l'AI, c'est l'assurance invalidité en Suisse, donc c'est des gens qui ne travaillent pas et puis qui perçoivent comme ça une rente financière, d'autres qui travaillaient, des gens avec des troubles bipolaires de type 1, type 2, enfin voilà, quelque chose d'assez varié. Et on a mené des interviews justement pour voir un petit peu avec elles où est-ce qu'elles en étaient de ce parcours d'autostigmatisation, est-ce que c'était quelque chose qui leur parlait ou pas, et est-ce que est-ce que les choses s'étaient modulées au cours des années et au cours de leur parcours, sachant que c'était des personnes qui étaient totalement naïves de toute prise en charge d'autostigmatisation. Donc c'est pas des gens qui avaient participé au groupe NECT ou autre, c'est des gens qui avaient un suivi classique pour leurs troubles bipolaires. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait six grands thèmes qui étaient peut-être importants à penser dans la dimension de l'autodéstigmatisation. C'est le langage et la manière dont on parle ou on ne parle pas de sa pathologie. Le comportement par rapport à la société, la réaction des autres, un vécu personnel, les questions d'identité, quelque chose d'un peu plus profond, et puis le rapport aux soins. Au niveau du langage, on partait au départ du tabou. Plusieurs personnes nous disaient que c'était quelque chose qui est à cacher et surtout ne rien dire, jusqu'à finalement, alors après tout un processus, une attitude plus ouverte et de dialogue avec des gens qui nous disaient, par exemple, le fait que j'en parle, les gens ont aussi plutôt envie de parler de leur vulnérabilité, donc ça crée des échanges humains plus intéressants, qui sont souvent assez profonds et humainement chaleureux. Donc finalement, quand les gens en parlent comme ça à certains, chacun se dévoile et ça donne des rapports assez authentiques et sans jugement. Il y a d'autres patients aussi qui ont pu nous dire, puis je sais que je sers un peu de référent, on vient me voir, on me dit, mais je sais que toi qui as un trouble bipolaire, j'ai ma nièce qui est un peu dans la même situation, est-ce que tu penses qu'elle pourrait aller consulter à tel ou tel endroit, ou qu'est-ce que tu ferais, Donc il y a comme ça un partage d'expérience qui est vécu de manière assez positive. Au niveau du comportement sociétal, les gens passent d'un vécu d'exclusion très fort à, et ça je crois que c'est ce qui nous a le plus marqué dans les interviews, finalement l'impression de revenir dans l'humanité, et moi je crois que je m'étais pas... L'humanité c'est un terme qui était utilisé par les patients, c'est pas nous qui l'avons imposé, et moi je m'étais pas rendu compte à quel point les gens avec la maladie psychique et avec ce qu'on pouvait aussi leur imposer, notamment en termes de soins, les chambres d'isolement, la contention, etc., avaient l'impression de sortir du genre humain, parfois d'être traités pire que des animaux. Et de se dire, mais finalement, je suis un homme avec mes joies, mes peines, et juste un être humain. Au niveau des relations aux autres, donc, et la manière dont les autres réagissent, on part de la peur aussi des proches, notamment quand le diagnostic tombe ou quand il y a des premières décompensations, au fait après de faire tout un cheminé, puis d'avoir un support beaucoup plus actif. Alors, le positionnement des proches, il est compliqué à trouver, sans être dans une espèce d'hypervigilance ou d'hypercontrôle, et de pouvoir intervenir au bon moment. Il y avait aussi la question finalement de soi et de sa propre expérience personnelle, avec aussi un vécu de peur. Au départ, les gens ont peur de qui ils sont, de ce qu'ils pourraient faire, et de peur de se perdre aussi dans ce diagnostic, dans cette maladie, jusqu'à retrouver une vraie confiance en soi. Le sentiment d'identité, ça c'est quelque chose qui est très fondateur, avec l'idée, et ça c'était très visible justement chez cette patiente, au départ d'imposture. Parce que même quand ça va bien, les gens sont toujours en train de se dire, mais s'ils savaient qui j'étais vraiment, si elles savaient que j'étais bipolaire. Et ça les mine comme ça, de manière assez insidieuse, jusqu'à une identité beaucoup plus positionnée, avec la mise en avant de valeurs, de tempérament, des gens qui peuvent se définir de manière beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que simplement à travers cette question de la bipolarité. Et puis enfin le rapport aux soins, on l'a dit à plusieurs reprises, ça a été évoqué aussi, où au départ les gens sont dans un état de soumission absolue. Là on avait une patiente qui nous donnait l'exemple justement de ces files d'attente à l'hôpital, où on demande aux gens d'ouvrir la bouche, on leur met le comprimé sous la langue, et après on vérifie qu'ils aient bien avalé. C'est un peu compliqué à imaginer, jusqu'à une autonomie dans les soins. Et puis quand les gens sentent qu'ils vont moins bien, il y a tout un programme de soins qui a été établi avec eux, et eux décident s'ils font appel aux urgences ou s'ils font appel à leur psychiatre référent, peu importe, mais quelque chose où c'est eux qui décident des soins dont ils ont besoin en fonction de tel ou tel moment, et y compris s'il y a des éléments de décompensation qui peuvent apparaître. Pour conclure, c'est bon ?
Donc en tout cas, l'autostigmatisation, même si on a l'impression que ça colle comme ça un peu aux patients, c'est pas une fatalité. Il y a plusieurs manières de l'aborder, d'en discuter et de le déconstruire, que ce soit au niveau individuel ou au niveau groupal, comme le disait Julien. L'impact des médias, moi, c'est encore quelque chose qui me questionne, et en tout cas, c'est à explorer, donc je suis assez preneuse pour avoir des pistes. Si on revient sur l'autostigmatisation, en tout cas, nous, ce qu'on voit à Genève, et moi je le vois avec mes internes ou mes chefs de clinique, c'est que les soignants n'ont pas forcément conscience de cette problématique. Et les patients eux-mêmes n'en ont pas forcément conscience. Donc je pense que c'est important d'être un peu proactif pour aller interroger les personnes là-dessus. Il y a des gens effectivement qui sont plutôt dans une indifférence au stigma, des gens qui sont dans la juste colère, et puis des gens qui subissent de plein fouet l'autostigmatisation, mais ça évolue tellement à bas bruit depuis des années qu'ils n'en ont même plus tellement conscience. Donc ne pas hésiter vraiment à être proactif sur ces questions-là. Et puis avec des prises en charge spécifiques à mettre en place, mais qui sont de plus en plus détaillées et disponibles. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci de nous inciter à être proactifs et d'aller chercher ces thèmes dans les psychothérapies. Alors, on va peut-être passer la vidéo, on va respecter l'ordre. On va passer donc l'intervention de Jean-Yves Jordana par vidéo. J'espère que ça va marcher. Donc, il va durer une bonne quinzaine de minutes. Bonjour à tous. Désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Et un grand merci à Elisabeth et à Julien qui m'ont permis de partager quelques instants avec vous nos recherches sur la résistance à l'autostigmatisation et la recherche de marqueurs d'un déficit en facteurs de résistance à l'autostigmatisation. Alors, pourquoi s'intéresser à cette résistance à l'autostigmatisation? Vous savez que les principales dimensions du rétablissement sont maintenant bien connues. Et je voudrais insister plus particulièrement sur l'une d'entre elles, qui est la capacité à contourner l'internalisation de la stigmatisation, qui permet à la personne d'éviter de s'engluer dans une identité de malade mental. L'internalisation de la stigmatisation, l'autostigmatisation, qu'on appelle encore stigmatisation intériorisée, self-stigma, connaît depuis plusieurs années un intérêt croissant. Nous en avons progressivement une meilleure connaissance et nous voyons apparaître de nombreuses propositions d'intervention thérapeutique. Vous savez que finalement, ces recherches ont été marquées par 3 étapes. La première, qui commençait dans les années 50, était l'observation de la stigmatisation des personnes qui souffraient d'un trouble psychique, avec des enquêtes grand public qui portaient sur les représentations sociales de la maladie mentale, et puis un tournant avec l'étude Indigo qui, au début des années 2000, a ciblé un public concerné par les troubles psychiques et la mise en évidence de l'autostigmatisation qui fait l'objet depuis de nombreuses recherches. Les apports essentiels de l'étude Indigo sont de 2 ordres. D'une part, la mise en évidence de l'existence et de l'importance de la discrimination vécue, de la discrimination expérimentée par les personnes qui présentent un trouble psychique, discrimination habituellement négative, rarement moins de 10% des cas positifs, mais surtout la mise en évidence d'une discrimination évitée, anticipée, qui va amener les personnes à se limiter énormément dans des domaines extrêmement importants pour elles. Et cette étude Indigo a montré que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire que la stigmatisation internalisée était la conséquence de moments éprouvants de stigmatisation vécue, eh bien, la moitié des personnes qui ont anticipé une discrimination ne l'avaient jamais réellement vécue. Et donc, cette étude Indigo montre bien les 2 cercles qui cohabitent et qui sont, d'une part, celui de la discrimination publique, la maladie mentale avec son diagnostic et ses comportements, qui va amener une discrimination vécue, et puis cette perte d'opportunités socio-économiques, ce stress et cette aggravation de la maladie. Mais parallèlement, un autre cercle vicieux qui est celui de l'intériorisation des stéréotypes, de la discrimination anticipée, de la perte de confiance, de l'effondrement de l'estime de soi et de l'aggravation de la maladie, à tel point que les auteurs de ce travail ont pensé que le
travail sur le deuxième cercle vicieux et le renforcement de l'estime de soi était un travail préalable nécessaire si on voulait mener correctement une action de réhabilitation psychosociale. L'autostigmatisation, finalement, on en reconnaît trois aspects. La première concerne l'intériorisation des stéréotypes. La personne accepte et intériorise les clichés, les préjugés. Deuxièmement, cette personne va passer d'une situation d'avoir une maladie mentale à celle d'être une personne qui est en maladie mentale, et à ce moment-là, son comportement, ses actions vont être en conséquence. Et la troisième étape, c'est que la personne va anticiper les situations à risque de discrimination et va se limiter gravement dans tout ce qui est des activités qui sont importantes dans sa propre vie. Dans ce concept d'autostigmatisation, on distingue 4 dimensions. D'abord, l'acceptation, prise de conscience des stéréotypes, approbation de ces stéréotypes et application à soi. Dans un premier temps, fréquemment, la juste colère, c'est la révolte vis-à-vis des préjugés. Et vous savez que le sentiment de légitimité vis-à-vis des préjugés va être un élément extrêmement déterminant pour la lutte contre la stigmatisation. Et puis, dans un autre temps, la démission, la résignation face aux discriminations, avec ce que Corrigan a appelé le white knight effect. À quoi bon? Avec l'anticipation de l'échec. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre de la dissimulation de la maladie, de la réticence à parler de ces troubles, ce qu'on appelle le dévoilement circonstanciel. Alors finalement, dès le début des années 2000, RAC a bien insisté sur l'idée que l'échec à réaliser des buts, le plus souvent, n'est pas dû à la maladie mentale elle-même, mais plutôt à cette autostigmatisation. Et donc, un peu plus tard, Park a fait une liste des conséquences les plus péjoratives de cette autostigmatisation, dans lesquelles on note l'isolement social, les attitudes de retrait, la perte d'opportunités socio-économiques, la précarité, la difficulté à obtenir un logement ou un emploi, ou à maintenir une place dans un emploi, par exemple, la honte, la culpabilité, le fait de s'attendre à être rejeté par les autres, par la société, la perte de confiance, la perte de motivation, la faible estime de soi, le sentiment d'infériorité, la perte d'espoir de guérison, la baisse de l'auto-efficacité et finalement le fait de s'enfermer dans un rôle de malade mental. Alors, ces travaux ont amené à de nombreuses recherches, notamment sur divers aspects des troubles psychiques, des maladies psychiques, et puis cette autostigmatisation, et les travaux les plus célèbres sont ceux de Liesecker, de Janos, qui ont essayé de faire le lien entre autostigmatisation, estime de soi, expérience stigmatisante, symptômes positifs de la maladie ou symptômes à expression déficitaire et tout un ensemble de troubles cognitifs et métacognitifs. D'autres personnes ont travaillé sur ce domaine, Vogt, Clem, Corrigan, Wirtz. Et pour synthétiser, je dirais que finalement, on peut établir 2 types de liens entre ces différentes dimensions des maladies psychiques. Ce qu'on appelle ici corrélation, il ne s'agit pas il s'agit de liens assez étroits. Ce qu'on appelle les associations négatives entre autostigmatisation et estime de soi, c'est-à-dire que les domaines évoluent en sens inverse, plus l'autostigmatisation est forte et plus l'estime de soi est faible. Même chose pour l'espoir, pour la qualité de vie, pour le rétablissement et l'empowerment, pour le fonctionnement social, pour l'adhésion au traitement. D'autres dimensions sont présentées en association positive, c'est-à-dire avec une évolution qui va dans le même sens, comme la symptomatologie psychotique négative, la dépression, l'insight ou le risque suicidaire. Ces données ont amené à de nombreux travaux sur la résistance à la stigmatisation. Alors, un mot sur le concept de résistance. Des individus qui souffrent de troubles mentaux connaissent, mais bien avant leur maladie, le début de leur maladie, les stéréotypes qui sont associés au groupe auxquels ils sont assimilés. Et Jussim, dans les années 90, montrait que le fait d'être au courant des préjugés à propos d'une population ne veut pas dire qu'on partage forcément ses idées. Et de la même façon, Crocker et Major disent que le fait de connaître les stéréotypes ne conduit pas forcément à l'autostigmatisation si l'individu n'est pas en accord avec ces stéréotypes. Les études montrent
que environ 70% des personnes qui présentent un trouble psychique se sentent victimes de discrimination et que 42% souffrent de ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Alors, c'est un résultat qui est important, qui montre quand même qu'un grand nombre de ces patients, c'est-à-dire la plupart, ne sont pas victimes d'autostigmatisation. Et ce constat, finalement, met en évidence que l'existence de facteurs de résistance à l'autostigmatisation et bien entendu, par conséquent, chez certains, un déficit en facteurs de résistance. Pour vous donner un exemple, j'évoquerai l'étude Gamian, qui a été menée par Brohan au début des années 2010 sur 14 pays européens dans un premier temps, avec une cohorte de patients qui présentaient une schizophrénie. Et vous voyez qu'il y a environ 70% des personnes qui se sentent victimes de discrimination et 42% de personnes qui présentent un niveau modéré ou élevé d'autostigmatisation. Ce qui veut dire aussi que presque 60% de ces patients ont peu d'autostigmatisation et ont une bonne résistance à l'autostigmatisation. L'année suivante, Brohan a mené une étude similaire chez des patients qui souffraient de bipolarité et il trouve des résultats comparables avec environ 60% de personnes qui ont une résistance correcte à l'autostigmatisation. Alors, cette résistance à l'autostigmatisation, dès le début des années 2000, a amené à certains travaux, et notamment ceux menés par Richer et Boyd, qui, dans leur échelle LISMI, ont inclut une sous-échelle, à côté de la sous-échelle d'aliénation, d'endossement des stéréotypes ou de discrimination perçue ou de repli social, une sous-échelle de résistance à la stigmatisation, qu'ils définissent comme la capacité à ne pas être affecté par la stigmatisation. Et dans cette 5e sous-échelle, vous voyez, il propose 5 items avec cette fois-ci une cotation inversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas négative, mais qu'elle est présentée de façon positive. 5 items qui sont: les gens avec un trouble psychique apportent une importante contribution à la société, vivre avec un trouble psychique m'a rendu plus fort, en général, je suis capable de vivre ma vie comme je le veux, je peux mener une vie épanouissante malgré mon trouble psychique, je me sens à l'aise d'être vu en public avec une personne visiblement malade mentale. Beaucoup d'autres travaux ont suivi cette présentation et cette recherche suite à l'ISMI. Donc, il y a Sibitz qui fait le lien entre la résistance à la stigmatisation et le concept de résilience, c'est-à-dire la capacité à supporter le stress, l'adversité, à rebondir. Et puis Nabor, qui, quelques temps plus tard, rapproche les réflexions sur la résistance à l'autostigmatisation avec la capacité à identifier les processus mentaux d'autrui, c'est-à-dire la capacité à appréhender l'intentionnalité des autres, on appelle la théorie de l'esprit, qui pourrait être un facteur protecteur. Pour Nabor, le fait de reconnaître les processus mentaux de stigmatisation d'autrui comme subjectifs et faillibles, c'est-à-dire d'avoir une bonne capacité en théorie d'esprit, permet de mieux gérer les schémas d'attribution dont la personne fait l'objet. Campellone, lui, s'intéresse au pouvoir social, concept défini peu de temps auparavant par Anderson, qui est la capacité à contrôler ou influencer une autre personne, et lien se rapproche du niveau d'anxiété sociale, la dimension dépressive et le sentiment de perte d'auto-efficacité et de désespoir. Alors finalement, sur quoi vont être fondées les stratégies de réduction de l'autostigmatisation? Les travaux de Teutz en 2011 seront repris plus tard par Stuart, distinguent 2 façons de résister à la stigmatisation. La première, c'est de la défier, de la confronter, et la deuxième, c'est plutôt de la dévier, de s'en détourner. Donc, ils insistent sur l'importance de l'autonomisation, l'empowerment, reprendre le contrôle de sa vie plutôt que d'être la cible passive de la stigmatisation, en utilisant des techniques de protection psychologique contre l'autostigmatisation. La compensation, faire appel à des compétences, filtrer son environnement social pour protéger la confiance et protéger son bien-être psychologique en assumant ses rôles sociaux. Donc on voit que les stratégies, c'est défier, confronter, en rejetant les stéréotypes, ou bien dévier, s'en détourner, en pensant que les stéréotypes négatifs ne s'appliquent pas à soi. La maladie n'est pas une caractéristique qui définit son identité. L'évitement, la dissimulation, le renoncement au dévoilement, et enfin l'autorestauration qui
s'applique à améliorer l'estime de soi par comparaison aux autres. Firmin, en 2016, a beaucoup insisté aussi sur cette notion de processus continu qui consiste à utiliser des expériences passées, des connaissances et des compétences pour agir à trois niveaux, le niveau personnel, le niveau des pairs et le niveau public. Au niveau personnel, il s'agit de ne pas croire, de ne pas s'appliquer les stéréotypes stigmatisants, de s'autonomiser en développant des compétences en santé mentale, de poursuivre son parcours de rétablissement et de développer un sentiment d'identité positive. Vis-à-vis des pairs, vis-à-vis au niveau public, il s'agit essentiellement d'un partage d'expériences vécues et d'un plaidoyer, self-advocacy. Firmin, dans ce prolongement de ses travaux, a développé une échelle, la première échelle qui évalue le phénomène de résistance à la stigmatisation, un auto-questionnaire de 20 items composé de 5 sous-échelles qui correspondent à la différenciation entre soi et les autres, l'identité personnelle, les cognitions personnelles, la résistance à la stigmatisation des pairs et la résistance à la stigmatisation du public. Donc voici l'échelle de Firmin que nous avons traduit selon une méthodologie qui respecte rigoureusement les préconisations de la WPA et notamment les préconisations de Norman Sartorius, c'est-à-dire qu'à partir de la version originale en anglais, nous avons fait la traduction par 2 traducteurs distincts, différents, puis analyser leurs propositions à partir d'un focus group avec des usagers, puis une reprise de ces réflexions avec un focus group de professionnels. Et après avoir réajusté toutes ces données, une rétrotraduction pour constater la fidélité à l'échelle d'origine. Et donc, voici l'échelle de Firmin, l'échelle de résistance à l'autostigmatisation traduite en français. Alors, la validation s'accompagne d'une recherche. Donc, il s'agit à la fois de valider au niveau français cette échelle, mais aussi de voir dans cette mauvaise résistance à la stigmatisation la possibilité d'identifier des marqueurs d'un déficit en facteur de résistance à l'autostigmatisation. Ce déficit pourrait être sous-tendu par une mauvaise efficience de processus cognitifs de haut niveau, capacité à détecter les états mentaux des autres, ou capacité métacognitive, mais également par des processus de plus bas niveau, tels que les processus attentionnels ou exécutifs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de possibilité de faire correspondre des situations de stigmatisation avec ses propres expériences et résister à l'étiquetage du stéréotype. Donc l'idée, c'est de tester les processus cognitifs de bas niveau qui sous-tendent le processus de résistance à l'autostigmatisation. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce protocole de recherche, simplement vous dire que dans la méthodologie, un certain nombre de centres sont associés. Il s'agit, au-delà des questionnaires sociodémographiques, essentiellement d'auto-questionnaires qui concernent à la fois l'autostigmatisation et la résistance à l'autostigmatisation avec l'échelle ISMI et l'échelle de Firmin. La stigmatisation va être mesurée aussi en lien avec la clinique, avec la symptomatologie, avec l'insight, à partir de l'échelle de Virchow, de l'insight cognitif avec l'échelle de Beck, et puis avec la SCOL sur la qualité de vie. Les services qui participent actuellement à cette recherche, vous voyez qu'il y en a 2 sur Nice, il y a une équipe à Nancy, une équipe à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Nîmes, à Martigues, et nous sommes actuellement dans l'analyse statistique des résultats liés à cette recherche. Donc, pour conclure mon propos, je dirais que l'autostigmatisation, c'est une barrière majeure au rétablissement et qui limite le recours et la participation aux soins. Il est important de repérer et d'évaluer la stigmatisation et l'autostigmatisation en pratique clinique pour réduire l'impact négatif des stéréotypes. Et puis, il est possible de mettre en place des modules simples qui ont pour finalité de travailler avec le patient sur les dimensions de stigmatisation et d'autostigmatisation, en sachant que l'impact positif sur l'estime de soi et sur l'observance vont permettre d'améliorer l'efficience globale de la prise en charge thérapeutique et des personnes qui ont une affection psychiatrique. Et pour conclure, je dirais que réduire l'autostigmatisation, ça permet à la personne
de prendre un rôle actif par rapport à la maladie, d'améliorer la qualité de vie et d'accroître l'accès au rétablissement. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc c'est comme s'il était là. Alors, à vous, mesdames. Et, bien, vous avez 20 minutes. Ça vous va? C'est vous, Floriane Todorov, excusez-moi. Et si vous pouvez vous présenter. Alors, vous m'entendez? Alors moi je m'appelle Anne Nomblot et je suis en charge de la promotion de la santé mentale au Psycom. Et je remplace Aude Caria qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Du coup, bonjour, moi je suis Floriane Todorov et je suis chargée de communication et de projet lutte contre la stigmatisation au Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Et du coup, je suis là aussi aujourd'hui parce que parmi mes missions, je coordonne notamment avec d'autres collègues le dispositif ZEST pour Zone d'expression contre la stigmatisation qui propose différentes actions de lutte contre la stigmatisation, mais on va vous les présenter ensuite. Je suis la petite télécommande. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. On va donc faut que je parle en face du micro. On va donc vous proposer une intervention à deux voix, donc avec Floriane Todorov. Le but de cette intervention, c'est de vous présenter un outil de lutte contre la stigmatisation qui s'appelle donc le GPS anti-stigma. Vous allez voir, le GPS anti-stigma, c'est un outil qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser cet outil à la fois en amont de votre action et aussi en aval de votre action. C'est-à-dire que c'est un outil d'aide pour monter vos projets, vos actions de lutte contre la stigmatisation. Et puis vous pouvez utiliser cet outil aussi en aval, c'est-à-dire a posteriori de votre action pour évaluer celle-ci. Donc comme l'a dit Floriane, on va donc illustrer l'utilisation du GPS avec l'action des bibliothèques vivantes. Donc c'est une action qui est présente dans le dispositif ZEST que Floriane va vous présenter. Je crois que ça se fait comme ça. Alors, la présentation de Psycom en quelques mots. Donc, déjà, donc moi, comme mes collègues, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec des industries particulières et entre autres l'industrie pharmaceutique. Alors, le Psycom, notre but, c'est de promouvoir la santé globale, promouvoir une vision globale, de la santé mentale. Pour cela, on propose une information qui est fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins et sur d'autres sujets. Mais aussi, on cherche à décrypter la stigmatisation. On propose des outils pédagogiques que vous pouvez utiliser, puisque c'est des outils pédagogiques qui s'adressent aux acteurs de terrain. Et en fonction de la thématique que vous souhaitez aborder, vous pouvez donc choisir l'outil qui correspond à la thématique de votre action. On va vous présenter donc l'outil GPS anti-stigma, mais je voulais aussi vous présenter un autre outil qui s'appelle Mythe et Réalité, donc certains connaissent. Mythe et Réalité, c'est un outil qu'on a complètement réactualisé et on a retravaillé son graphisme. C'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de combattre les clichés, les idées reçues. En fait, le principe, c'est que vous avez un mythe, donc une représentation qui est collectivement partagée. Vous avez donc un cliché. Et au dos de ce cliché, vous avez la réalité, la vérité, c'est-à-dire la réalité qui permet de contrer l'idée reçue. Il existe plusieurs collections de brochures, de mythes et réalités. La première collection, c'est Santé mentale, parentalité et enfance, mais vous en avez d'autres, et vous avez entre autres Santé mentale et rétablissement. Mythes et réalités, il se trouve sur le site internet du Psycom dans la rubrique Agir. On a aussi, quand on a réactualisé l'outil, on a voulu développer d'autres supports, une variété de supports qui permet d'être, que ça soit ajusté à vos contextes d'animation divers. Et entre autres, les supports variés, c'est des posters, des étiquettes. Vous trouverez tout ça sur le site du Psycom.
Du coup, pour présenter Zest un petit peu rapidement, donc Zest, c'est un dispositif qu'on a monté à Lyon maintenant depuis un petit peu plus d'1 an et demi, 2 ans. L'idée de donc Zest, ça veut dire zone d'expression contre la stigmatisation, et du coup, c'est un dispositif qui réunit des personnes qui ont toutes pour objectif commun de changer les représentations autour de la santé mentale et des troubles psychiques. Et ces personnes, elles peuvent être soit directement concernées par des troubles psychiques ou une spécificité neurodéveloppementale, soit être proches, soit être professionnelles de santé mentale. Et ce qui, du coup, est le point commun un peu à toutes ces personnes, donc c'est cette envie de changer les représentations, mais c'est aussi que chacun va s'impliquer dans le dispositif en témoignant de son vécu personnel. Donc toutes nos actions, elles sont basées vraiment sur le partage et la prise de parole autour d'un vécu personnel et d'un vécu avec un objectif de lutte contre la stigmatisation. J'ai oublié de préciser que c'est un dispositif qui est porté par 2 structures, le Centre référent lyonnais de réhabilitation et le Centre ressources. Aujourd'hui, du coup, moi, dans cette intervention, je vais plutôt essayer d'illustrer le GPS anti-stigma dans l'objectif de vous donner un petit exemple de comment on peut se saisir de cet outil à partir d'une action concrète. Et pour ça, je vais vous présenter une des actions qui nous tient particulièrement à cœur au sein de Zest, qui est l'action des bibliothèques vivantes. Donc l'idée, c'est pas de dire que c'est l'action absolument à suivre, mais c'est un exemple d'action de lutte contre la stigmatisation qu'on a pas mal éprouvé et qui fonctionne assez bien, en tout cas pour provoquer la rencontre. Du coup, voilà un petit schéma qui explique un peu le principe des bibliothèques vivantes. Donc la bibliothèque vivante, on va utiliser la métaphore de la bibliothèque, mais ici, plutôt qu'aller emprunter un livre, on va aller rencontrer une personne qui va partager avec nous un chapitre de sa vie en lien avec la question des troubles psychiques. Donc concrètement, comment ça se passe? On va par exemple se mettre sur des places publiques ou sur des campus universitaires. On va aller alpaguer un petit peu les gens qui passent par là dans l'optique de toucher des personnes qui ne seraient pas forcément venues, qui ne sont pas sensibilisées. Donc par exemple, on va rencontrer les étudiants, on leur dit bon ben, ça vous dit de venir écouter un livre vivant, et si les personnes sont intéressées, on leur présente un peu plus en détail le dispositif, on leur présente les différentes personnes qui sont présentes aujourd'hui pour proposer un chapitre de leur vie, et elles vont choisir voilà, quelles personnes elles ont envie d'aller rencontrer. Et après, c'est un échange en face à face qui dure une vingtaine de minutes. Les 10 premières minutes, c'est un temps de lecture de témoignages et de partage de témoignages, et les 10 minutes suivantes, c'est un temps d'échange où chacun peut exprimer des retours, tant le livre vivant, du coup qui est la personne qui partage son témoignage, que le lecteur qui reçoit le témoignage. Voilà. Alors, le GPS anti-stigma. Le GPS anti-stigma, c'est un outil qui est entièrement numérique, que vous pouvez donc retrouver sur le site internet du Psycom, dans la rubrique Agir. Donc là, vous voyez la page de garde, en fait, la première page de l'outil. C'est un outil qui a été co-construit avec différents partenaires, et en fait, il a été porté par le ministère de la Santé et par Psycom dans le cadre d'un groupe de travail ministériel sur la stigmatisation des troubles psychiques. Vous pouvez retrouver de toute façon toute la liste des partenaires sur la page de l'outil. Donc l'outil du GPS anti-stigma, en fait, c'est un outil qui cible 6 critères de recommandation. Le groupe de travail, en fait, a souhaité faire une revue de la littérature, des actions qui étaient efficaces au niveau international, et en même temps s'inspirer aussi des expériences à l'international. Et à partir de cette revue de la littérature, ils ont émis 6 critères de recommandation. 6 critères de recommandation que vous pouvez trouver juste devant vous. On va revenir de toute manière sur chacun des critères. Comme je vous le disais en introduction, le GPS anti-stigma, en fait, il est intéressant puisque vous pouvez l'utiliser à la fois en amont de votre action et aussi en aval de votre action. Évidemment, il précise les 6 critères de recommandation. Pour chacun des critères, vous trouvez une explication du critère et puis des ressources et des liens pour approfondir le critère qui est abordé. Donc vous pouvez prendre connaissance de ces différents critères, mais aussi vous pouvez aller découvrir les typologies d'actions qui sont efficaces, enfin qui peuvent être mises en place dans le cadre des actions de lutte contre la stigmatisation. Voilà les types d'actions possibles.
Vous avez aussi un troisième intérêt, et là c'est l'utilisation en aval de votre action, c'est-à-dire le formulaire d'auto-évaluation, sur lequel on va revenir juste après. Donc voilà différentes ressources que vous pouvez trouver. Donc toi, Floriane, dans le cadre de l'action des bibliothèques vivantes, donc comment as-tu utilisé ce GPS anti-stigma ? Du coup, nous, on a pu utiliser le GPS anti-stigma tout d'abord en amont de l'action, quand on était dans la construction des bibliothèques vivantes. Donc là, je pense que c'est intéressant, si vous avez des actions de lutte contre la stigmatisation, en tout cas de pouvoir l'utiliser déjà au moment où vous êtes dans la construction, parce que ça permet de se rendre compte quelles sont les recommandations de bonnes pratiques, comment se situe mon action par rapport à ces recommandations, et éventuellement de tenter de l'adapter et de s'en rapprocher. À ce moment-là, on s'est rendu compte que sur certains critères, comme par exemple la participation des personnes concernées, on était dans la bonne direction, parce que la bibliothèque vivante, elle va vraiment s'appuyer sur ce critère-là. Par contre, ça nous a permis de nous rendre compte que d'autres critères, on ne les avait pas forcément pris en compte. Notamment, c'est le cas de celui de la médiatisation. Parmi les 6 critères du GPS anti-stigma, il y a ce critère de la médiatisation qui dit que quand on fait une action de lutte contre la stigmatisation, pour qu'elle dépasse finalement son caractère ponctuel, d'être présent un jour sur un événement, c'est important aussi de penser à la communiquer beaucoup plus largement, notamment par exemple en faisant appel à des journalistes, en tout cas en essayant de faire appel à des journalistes pour qu'ils puissent retransmettre notre action. Du coup, d'identifier ce critère, ça nous a permis en tout cas de nous interroger, est-ce que dans notre cas c'était pertinent ou pas de pouvoir faire appel à des journalistes pour leur proposer de médiatiser cette action des bibliothèques vivantes. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que avec les participants qu'on a discuté, c'est qu'en fait pour nous c'était pas quelque chose de positif de faire appel à des journalistes le jour de la bibliothèque vivante, parce que là on était dans le cadre d'un partage en face à face très intime. Et le fait d'avoir des journalistes qui pouvaient éventuellement faire un reportage le jour J, ça pouvait juste rajouter une pression supplémentaire aux participants et finalement nuire aux critères de la participation. Donc on a préféré du coup ne pas aller en tout cas à l'interpellation des journalistes. Néanmoins, ça nous a permis de se dire que nous, on voulait quand même en parler de cet événement et de pouvoir faire un article en mode reportage un petit peu long, où on pouvait donner la parole aux différents acteurs du dispositif, les lecteurs, les livres vivants, et de pouvoir illustrer un peu tout ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment intéressant d'interroger en fait, les orientations que vous donnez à votre projet. Et ça permet vraiment de susciter une discussion avec le groupe de travail pour définir des priorités dans votre action. Est-ce que je me rapproche davantage du critère 1, du critère 2, du critère 3 Pourquoi Quel est l'intérêt? En même temps, quels sont les risques pour les personnes auxquelles on fait appel ou pour le public cible, etc. Comme on vous le disait en introduction, donc l'outil peut être aussi utilisé une fois que vous avez réalisé votre action, puisque vous avez un formulaire d'auto-évaluation qui vous est proposé. C'est un formulaire, donc, comme son nom l'indique, c'est une auto-évaluation. Donc c'est vous, avec votre groupe de travail, vous pouvez donc remplir cette évaluation. Pour réaliser cette évaluation, vous commencez par remplir les informations qui sont demandées, et puis vous commencez l'évaluation. Donc c'est évidemment une évaluation numérique. L'évaluation, donc le principe de l'évaluation, ça va être d'interroger votre action au regard des 6 critères. Donc pendant l'évaluation, vous allez interroger chacun des critères. Pour le critère 1, il concerne la participation des personnes concernées. En fait, là, l'enjeu, c'est de mesurer la participation des personnes concernées. Vous retrouvez dans l'évaluation, donc pour chacun des critères, une explication du critère, de son enjeu, et puis 4 possibilités. Dans ces 4 possibilités, il y a une graduation. Le premier niveau, là, dans le cadre du critère 1, c'est il n'y a pas de participation de personnes concernées. Et puis, vous allez voir, là, il y a un premier niveau, enfin un deuxième niveau, un troisième niveau, un quatrième niveau. Et le quatrième niveau, c'est le niveau le plus élevé, on pourrait dire, c'est que votre action, à un niveau, propose une participation, enfin intègre les personnes concernées dans la construction de l'action, et que les personnes ont vraiment un pouvoir de décision sur l'orientation de l'action, et puis que l'action propose un espace donc, de rencontre avec ces personnes concernées.
Donc le principe de l'évaluation, c'est vraiment on dit coter, mais c'est de situer vraiment votre action en donnant, en cotant et en cochant la case qui correspond. Et donc toi, Floriane, dans ton action, où te situes-tu ? Du coup, dans notre action sur la bibliothèque vivante, en tout cas, la participation, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est vraiment centrale. Donc, on se situerait plutôt dans le critère, en tout cas au niveau 4, puisque l'action de la bibliothèque vivante, elle est vraiment co-construite à toutes les étapes. C'est-à-dire que quand on a décidé de mettre en place les bibliothèques vivantes, on a lancé du coup un groupe de travail, un groupe d'échange, et on a choisi ensemble quel public on souhaitait cibler. Donc, ce qu'on a décidé, c'était de cibler d'abord des publics étudiants, et puis aussi des futurs professionnels de santé mentale, parce que un bon nombre des participants avaient été confrontés à pas mal de stigmatisation de la part des professionnels de santé, et du coup c'était vraiment important pour eux de pouvoir agir assez tôt dans la formation des professionnels de santé. La participation, elle se fait aussi dans le fait que chacun il va mettre en avant et choisir quel message il a envie de transmettre dans sa prise de parole. Il y a des personnes qui vont parler du rétablissement beaucoup, il y a des personnes qui vont parler plutôt des expériences vécues de stigmatisation, etc. Donc chacun va vraiment porter le message qu'il souhaite. Et chacun décide de la mesure de sa participation. Ça, c'est aussi super important quand on met en place des actions de lutte contre la stigmatisation, que ce soit des dispositifs qui soient très souples et très ouverts, où les personnes puissent, du coup, finalement, se désengager si elles le souhaitent à tout moment, parce que c'est quand même des choses qui sont très impliquantes de venir parler de son vécu personnel, donc il faut que ça soit le jour où on a envie de le faire, etc. Et enfin, là, l'action, elle permet vraiment la rencontre et le contact direct avec la population, puisqu'on est dans une rencontre en face à face. Comme on n'a que 20 minutes de présentation, on ne peut pas vous faire tous les critères un par un, donc on vous invitera évidemment à les découvrir sur le site du Psycom. Le critère 3, là, évoque les possibilités de rétablissement quand on parle des troubles psychiques. Donc de la même manière, vous avez l'enjeu qui est précisé et vous avez les 4 possibilités. Donc la première possibilité, c'est que votre action n'aborde pas du tout les troubles psychiques ni les possibilités de rétablissement. Le deuxième niveau, c'est que votre action aborde les troubles psychiques, mais n'évoque pas du tout les principes les possibilités de rétablissement. Et de la même manière, vous avez une graduation. Et enfin, vous terminez sur le 4e niveau, où là, vous abordez les troubles psychiques et que vous rentrez dans le détail des possibilités de rétablissement. Donc de la même manière, est-ce que tu peux nous dire comment vous avez évalué ce critère avec les bibliothèques vivantes ? Du coup, sur les bibliothèques vivantes, l'action elle est vraiment centrée sur les possibilités de rétablissement. Ce que je disais précédemment, c'est qu'effectivement, même si chaque personne décide du message qu'elle souhaite faire passer dans son témoignage, la trame un peu et le cadre commun qu'on propose aux personnes, en fait, c'est quand même de montrer aussi toutes les ressources qu'elles ont pu développer au fur et à mesure de leur parcours pour apprendre à vivre avec leurs troubles et puis pour aller dans ce processus de rétablissement. Et au final, que la personne, elle soit là en face d'une autre personne pour témoigner de son vécu, partager son expérience avec un recul, en fait, c'est une illustration à elle seule de la possibilité qu'on puisse être présent dans la société, même quand on a un trouble psychique, et qu'on puisse être acteur. Donc voilà, sur les possibilités de rétablissement, c'est une action assez forte. Donc on cote au niveau 4. Le critère 5 sur les publics cibles. Alors ça, c'est un critère vraiment typique de méthodologie de projet quand vous construisez une action d'éducation pour la santé. En fait, ça peut paraître un critère qui n'est pas le plus important, alors qu'en fait, c'est un critère qui est très utile, puisque d'identifier le public cible en amont, ça vous permet en fait d'ajuster votre action au regard des spécificités de votre public cible. Donc ça permet vraiment de l'ajuster et d'être au plus près des besoins du public cible. De la même manière, vous avez 4 possibilités, 4 choix possibles. Et le dernier choix possible, c'est le niveau le plus élevé de participation, enfin d'identification du public cible. C'est-à-dire que vous avez identifié le public cible en amont et vous avez réussi à ajuster l'élaboration de votre action au regard de la spécificité de ce public. Floriane, oui, comment... C'est un peu toujours la même chose, hein, Floriane, comment te situes-tu ?
par rapport à ce critère. Du coup, là, on se situe plutôt entre les deux, parce qu'à la fois le public il est identifié, mais on ne demande pas aux personnes de rédiger un nouveau témoignage pour chaque bibliothèque vivante, selon le public. Effectivement, il y a des personnes qui vont faire le choix, par exemple, si elles s'adressent à des professionnels de santé, d'avoir un témoignage ciblé, où elles vont notamment parler des expériences qu'elles ont pu vivre dans ce cadre-là, parce qu'elles vont vraiment avoir un message précis à faire passer. Mais comme on fait entre 7 à 10 bibliothèques vivantes par an, on ne va pas demander aux personnes, il n'y aura pas d'injonction en tout cas à réécrire son témoignage. Donc voilà, le témoignage il est plus ou moins ciblé en fonction du public. Par contre, ce qu'on peut cibler en associant, ça va être les partenaires qu'on va associer. Quand on est sur les campus universitaires, on va toujours se mettre en lien avec les services de santé universitaires dans l'idée qu'ils puissent assurer le relais s'il y a des étudiants qui vont ensuite être en demande d'accompagnement autour de la santé mentale ou en questionnement. Et aussi, on va pouvoir proposer des actions associées qui seront un peu plus à destination des jeunes, comme des conférences autour des représentations de la santé mentale et des troubles psychiques dans la pop culture. Et voilà. Donc une fois que vous avez rempli les 6 critères, oui, ce sera parfait. Une fois qu'on a rempli donc, les 6 critères, derrière, je vais peut-être vous citer les autres critères. Donc il y a 3 autres critères à évaluer, c'est donc la promotion et la défense des droits et de la citoyenneté des personnes concernées et par des personnes concernées. Le fait que vous avez réussi dans votre action à créer des partenariats locaux et du coup ces partenariats sont durables dans le temps. Et le dernier critère, donc sur la médiatisation de l'action, dans quelle mesure votre action a été reprise, relayée par différents canaux de médias, d'information, et de la même manière, quelles ont été les modalités de ces relais. Est-ce que c'est sur un format court, un format long de l'action, de la médiatisation? Une fois que vous avez rempli tous ces critères, vous obtenez donc un document PDF qui synthétise entièrement votre bilan. La première chose que vous voyez sur votre bilan, c'est ça. Donc la partie en bleu correspond à votre résultat final. Et c'est intéressant ce graphique parce que ça permet en un clin d'œil de voir à la fois vos points forts et les pistes d'amélioration. Donc vous voyez, donc nous on a fait l'évaluation avec évidemment les bibliothèques vivantes. Et on a coté pour les critères qui étaient les plus élevés, enfin on avait le niveau le plus élevé, vous voyez évidemment que ça forme ce graphique. Là, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est parfois difficile d'avoir l'ensemble des critères à un niveau le plus élevé. Et donc c'est pour ça que ce travail en amont avec votre groupe de travail, c'est intéressant pour cibler en amont celui que vous souhaitez vraiment travailler, j'allais dire à fond. La vigilance qu'on pourrait dire, c'est si votre action, en revanche, ne coche, je vais y arriver, aucune case, donc aucun de ces critères, ou même que votre action, imaginons, contredit vraiment ces critères, là, il faudra vraiment se questionner sur la pertinence de votre action pour lutter contre la stigmatisation. Enfin, le dernier point de l'évaluation, c'est qu'en fait, vous, pour chacun des critères, vous avez un résumé, enfin vous avez la note que vous avez donnée à votre critère, et vous pouvez, et ce qui est intéressant, rédiger un commentaire. C'est-à-dire, vous pouvez donc garder une trace des échanges que vous avez pu avoir avec votre groupe de travail, et puis en plus de garder une trace, vous pouvez donc vous mettre d'accord sur les éléments que vous voulez vraiment conserver, et puis les objectifs que vous pouvez viser pour l'année prochaine. Et donc c'est un moyen de comparer d'une année sur l'autre l'évolution pour vos groupes de travail. Voilà. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup de nous avoir encadrés, je dirais, parce que souvent on bricole. Hein, on bricole quand on veut bien faire et on bricole. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, avant de prendre des questions dans la salle, moi, je vais rebondir sur une question, c'est le public concerné. Et la question que posait Hélène, on a eu des papiers qui ont dit que, justement, des grandes campagnes de
déstigmatisation, des campagnes, je dirais, large public, hein, avaient eu l'effet inverse. Je pense que c'était Open the Door, ou, voilà, une belle campagne en soi, mais avait eu des effets contraires. Alors, est-ce que quelqu'un peut... On le voit avec, oui, on le voit avec le GPS anti-stigma. En fait, c'est le fait que vous avez c'était le 5e critère avec le public cible. Évidemment, quand vous êtes sur une grande campagne de communication au niveau national, vous n'avez pas une campagne de communication qui est ajustée au public cible que vous visez. Et donc, c'est typiquement un critère qui paraît pas très important, alors qu'en fait, on voit toute sa pertinence dans les cas de grandes campagnes de communication. Et puis après, en plus, c'est sur le contenu même qu'on aborde. On voit que pour le critère, c'est le critère 3, où on dit que si on aborde les troubles psychiques, c'est essentiel d'aborder les pratiques de rétablissement, les possibilités de rétablissement. Si vous n'abordez que les symptômes, ça vient au contraire peut-être créer des mini-psychiatres et donner l'impression qu'on peut même favoriser les étiquettes, puisqu'on identifie très rapidement des symptômes, alors même que c'est pas notre métier. Donc, j'allais dire, ces 2 critères, déjà, ils permettent de comprendre un peu plus pour quelles raisons parfois des grandes campagnes de communication sont moins pertinentes et parfois ont même l'effet inverse. Merci. Julien, tu voulais dire quelque chose ? Juste effectivement rappeler que en fait même les campagnes de stigmatisation les mieux menées ont un effet qui est très limité et qui n'est pas durable dans le temps, qui va être pour un petit groupe de personnes à un moment T donné, et c'est particulièrement important, comme du coup vous l'avez bien rappelé, de cibler les publics, parce qu'en fait les effets sont très indirects et c'est la façon dont les personnes vont percevoir la société. Et après ça invite quand même aussi à aller de manière beaucoup plus large, comme c'est en fait des constructions sociales qui sont très précoces, et aller intervenir, mais là ça signifie changer les représentations sociales et intervenir en fait dans les écoles, auprès des enseignants et enseignantes, dans ce qu'ils véhiculent, et c'est même plus large que ça. Donc c'est vrai que les effets sont indirects, ils sont indéniables, mais ils sont indirects, il faut se le rappeler finalement quand on design une action, et que si en fait elle a un effet qui est très transitoire et qui ne dure pas, ben c'est normal. Il faut déjà effectivement qu'elle aggrave pas les choses, qu'elle informe, qu'elle intègre la perspective du rétablissement à tous les niveaux et qu'elle soit bien ciblée. Oui, peut-être ajouter aussi que les représentations, comme on l'a vu, elles sont vraiment ancrées socialement. Et donc c'est très difficile de changer des représentations. En tout cas, il faut vraiment répéter les actions, parce que comme vous le dites, quand on peut changer sa représentation, c'est très coûteux de changer de focale, de changer de paradigme, de changer de vision sur les choses. Et donc nécessité de recommencer les actions dans le temps pour vraiment ancrer profondément ces changements de représentation. Ouais, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était passionnant et je trouve que c'est un outil pertinent que je vais tenter d'essayer d'utiliser à l'avenir. Vous insistez malgré tout sur l'importance de la médiatisation. Je voulais justement savoir quel lien vous avez avec les médias, avec les journalistes et la manière dont eux vont relayer aussi l'information. Est-ce que vous gardez le contrôle sur la manière dont ils relaient l'information ou pas ? Enfin voilà. Parce que je trouve que c'est aussi compliqué, des fois c'est fait de manière très pertinente et très professionnelle, et de nouveau, des fois on tombe dans des représentations négatives, erronées, du sensationnalisme, enfin bref. Donc voilà, je voulais savoir comment vous gérez cette partie avec les journalistes. Alors il y a une collègue du Psycom qui aurait été mieux placée que moi pour répondre, parce qu'elle est journaliste, et que c'est elle qui est en charge d'ailleurs de produire des contenus sur le site du Psycom, du contenu qui est grand public et vulgarisé, et donc elle serait bien placée pour vous répondre. Nous, ce qu'on dit dans le GPS anti-stigma, c'est on dit qu'il y a une importance de médiatisation de l'action, parce que malgré tout, il y a quand même une importance que ça soit connu du grand public, et pour ça, c'est important que les médias relaient l'action. Maintenant, on parle aussi dans le GPS anti-stigma, c'est plutôt le type de relais, c'est-à-dire est-ce que c'est un format court, est-ce que c'est un format long, est-ce que c'est plusieurs médias, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les modalités par lesquelles on arrive, il me semble pas, par rapport à... Donc j'ai pas de... Peut-être toi... Et je crois que Julien, tu pourras peut-être répondre par rapport à Remède Rugby, parce que vous faites des choses... mais du coup, je dirais, ce qui est peut-être important quand on est sollicité par les journalistes, c'est déjà quel type de médias effectivement nous sollicitent. Après, j'avoue qu'il y a plein de médias auxquels on ne répond pas forcément, parce que effectivement, on a été habitué à voir des reportages sensationnalistes, etc.
Et du coup, on n'a pas envie, en fait, les participants n'ont pas envie non plus de répondre à ces médias-là parce que, voilà, ils n'ont pas, et c'est tout à fait légitime. Du coup, il y a ça, quel type de médias, et ensuite de préparer en amont quel message on veut faire passer avec les participants, ça c'est essentiel. En fait, c'est quoi qu'on veut transmettre et c'est quoi surtout qu'on ne veut pas transmettre. Et dans mon témoignage, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai pas envie de dire, ce qui permettra du coup d'éviter aussi d'avoir des phrases qui sont sorties de leur contexte et qui du coup sont complètement à côté, quoi. Julien, toi qui as fait l'objet d'un article dans le Midi Olympique. Qui a été pas mal lu par les directeurs d'hôpitaux, et c'était pas mal, parce qu'on en a touché via ce biais-là. Effectivement, c'est vraiment un point qui est central, en fait. Comment on va travailler? En fait, on voit bien que, du coup, dans toutes les équipes de Remède Rugby, l'entraînement aux habiletés sociales dans les relations avec les médias avait permis à chacun de se rassurer, de préparer, d'anticiper aux gens qui ne voulaient pas être interviewés, d'être loin, aux autres d'être prêts en équipe. Et en fait, il y a, pour la petite histoire, une journaliste de France 3, en fait, elle est arrivée, elle pensait qu'elle était punie parce qu'elle devait couvrir le rugby. Donc en fait, elle se disait, mince, le collègue est malade, c'est moi qui vais devoir me fader le rugby. Et elle voulait faire un truc sur, oh c'est bien, il y a des patients qui jouent au rugby. Et en fait, elle s'est retrouvée face au groupe de Remède Rugby Men et Women, qui en fait avaient préparé l'interview et l'ont amenée totalement ailleurs de ce qu'elle voulait faire. Et elle s'est retrouvée à faire quelque chose pour réduire la stigmatisation, lutter contre les préjugés, etc. Et en fait, elle est restée toute la journée. Elle a interviewé toutes les équipes en prévenant bien qu'elle ne pouvait pas garder tout le monde sur les rushs de ce qui serait diffusé. Et elle a dit, j'ai passé une super journée, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et tous les journalistes, globalement, étaient restés beaucoup plus longtemps que prévu. Celui du Midi Olympique est resté aussi toute la journée. Et ils sont restés avec nous le temps de s'imprégner de l'action, mais c'était anticipé, c'était préparé. Les gens, du coup, ont fait des témoignages qui étaient... Nous, on était complètement à l'écart, c'était eux qui avaient préparé, etc. Et les médias ont été bluffés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde est ratatiné par ces 2 journées de congrès? Tout le monde est ratatiné. Moi, je retiendrai évidemment l'importance que les personnes concernées soient aux manettes. Hein, parce que je crois que c'est ce que tu disais aussi pour cette expérience de Remède Rugby, qu'on fait équipe, hein, voilà. Et je retiendrai aussi que c'est quand même il faut absolument lutter contre les préjugés et je dirais à tous les endroits où on se trouve, hein, à l'école, et au sens large, pas obligatoirement cibler la maladie psychique, hein, mais je pense une déstigmatisation globale, ça fait toujours du bien. Voilà. Ah, une question, Cyrielle, hein, je vous reconnais. Merci Cyrielle, et puis ravi de te revoir à cette occasion. Du coup, la formation Refocus, donc c'est effectivement 3 jours dans lequel en fait la focale, c'est qu'il y a plusieurs choses qui contribuent au rétablissement, c'est vraiment le travail sur les relations et le soutien aux objectifs autodéterminés de rétablissement. Donc on va vraiment cibler ça. Donc en fait, il y a des formateurs, dont un est obligatoirement un père aidant, qui du coup vont, en fait, dans le cadre de l'étude Refocus, c'est un design un peu compliqué. Les formateurs qui seront dans les centres de réhabilitation vont être formés par l'équipe originale de Mike Slade au Royaume-Uni, donc ça va travailler aussi leurs compétences en anglais, et vont pouvoir du coup recevoir exactement la même formation que celles qu'ils délivreront par la suite. Après, du coup, ils vont aller dans les services, et le but, c'est que ce soit tout type de services, les services d'urgence, adultes, services d'urgence enfants, les services de crise, les services les CMP, les unités intra, le médico-social, un peu partout, et qu'il y ait une formation de l'ensemble de l'équipe. Ça va être vraiment un prérequis pour avoir une construction d'une définition commune du rétablissement, et ensuite vraiment les petits outils assez classiques
comprendre la personne qu'on accompagne, ses forces, la place de sa spiritualité, sa vie, ce qui l'intéresse en fait dans la vie, quels sont aussi ses loisirs, ses préférences par rapport aux soins, ses forces, et construire le plan personnalisé de rétablissement avec des petites focales qui sont des adaptations. Par exemple, en Australie, ils ont rajouté le plan de gestion de crise. En France, on verra quelles adaptations on mettra en place et ce sera à co-construire. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir un conseil scientifique très large. J'en profite aussi pour saluer Camille qui est dans la salle, avec des personnes concernées, des Marie-Jeanne Richard pour l'UNAFAM, des scientifiques de différents endroits et des professionnels. Alors moi je rebondis pour dire qu'il est important que l'équipe entière se forme. Mais là aussi, c'est encore un principe général. Ce matin, quelqu'un disait je suis désespéré, par quel bout il faut prendre. La formation, mais il faut que ça soit l'ensemble de l'équipe. Parce que si on forme un, il y en aura 5 qui vont résister. Enfin, je suis un peu trivial, mais il faut que tout le monde partage la même formation. C'est pour ça aussi qu'en fait, dans le conseil scientifique de Refocus, il y a aussi Pascal Mariotti pour la DESM, parce que c'est important que ce soit soutenu par les établissements et que, en fait, effectivement, ce soit soutenu par les chefs de pôle, les chefs de service, les cadres, et que tout le monde participe. Donc c'est sûr que ça ne sera pas une panacée, probablement, mais en tout cas, ça a marché ailleurs. Donc on a bon espoir que ce soit efficace. Et on va mesurer les effets, justement, sur l'autostigmatisation et la stigmatisation. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous. Et comme je laisserai à mon collègue Denis Leguet le soin de conclure ce congrès, je voudrais dire toute mon émotion de voir autant de personnes réunies autour des valeurs du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale. Et c'est une belle récompense.